Bonjour, bonne année, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année qui démarre. Je suis bien évidemment trop contente d'enregistrer cette vidéo et ce d'autant plus que je vais vous parler de pas mal de choses dont je n'ai absolument pas parlé en vidéo sur la chaîne. 2025 ça a été une année un petit peu compliquée d'un point de vue personnel, mais ça a été une excellente année de lecture pour moi, vraiment j'ai lu tellement de choses géniales que pour être honnête, ça n'a pas été facile de faire cette sélection, alors même que il y a moins d'un mois, j'avais déjà sorti une vidéo sur mes lectures préférées sorties en 2025. Mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose parce que il se trouve que moi je suis une lectrice assez éclectique et donc je lis des livres d'époque assez diverses. J'adore les choses contemporaines bien évidemment, mais j'adore aussi la littérature du 20e et du 19e par exemple. Et donc les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, à part à une ou deux exceptions près, ça va être des choses que vous trouverez assez facilement, soit en médiathèque, bibliothèque, soit d'occasion. Et j'ai donc le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par un site que j'adore, que j'utilise moi-même depuis des années, et grâce auquel j'ai acquis quand même une partie non négligeable des livres que vous voyez derrière moi, il s'agit de Recyclivre. Recyclivre, c'est donc un site où vous pouvez acheter des livres d'occasion et il y en a énormément, vous pouvez même revendre les vôtres d'ailleurs. Et ce qui est très pratique, je trouve, c'est que lorsqu'un titre que vous cherchez n'est pas dispo, vous pouvez activer une petite alarme pour être prévenu par mail dès qu'il y aura un exemplaire sur le site. Et donc voilà, si comme moi vous êtes un petit rat dont le budget a été un petit peu essoré pendant les fêtes de fin d'année, mais que vous avez envie de vous faire plaisir pour pas trop cher, eh bien sachez qu'en ce moment, c'est les soldes. Donc en plus de bénéficier des prix très avantageux de l'occasion, vous avez moins 10% des 30 € d'achat et moins 20% des 50 € d'achat. Ceci est valable sur tout le site jusqu'au 3 février 2026. Vous pouvez aller faire un tour via le lien dans ma description et par pitié, quand vous recevrez vos livres, si vous faites une story ou un petit haul ou quelque chose comme ça, taguez-moi par pitié parce que voir les livres des gens, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Merci à Recyclivre pour son soutien et j'espère que vous trouverez de belles choses sur leur site. Alors, on va commencer avec un livre. C'est assez intéressant parce que je vous avoue que quand je l'ai lu, au moment où je le lisais, je ne pensais pas forcément qu'il allait se retrouver dans ce top. Et donc, je trouve assez intéressant de constater que parfois, quand on est en train de lire un livre ou quand on vient de le terminer, on se rend pas forcément compte tout de suite de l'empreinte qu'il nous a laissée. Ce livre, c'est Récit d'un jeune médecin de Mikhail Bulgakov. Donc Bulgakov, c'est un auteur russe de la fin du 19e et surtout de la première moitié du 20e, qui est surtout connu pour un grand roman qui s'appelle Le Maître et Marguerite. Et pour tout vous dire, je me suis pas lancée dedans jusqu'ici parce que la littérature russe, qui est un petit peu extravagante, excentrique, bizarre, absurde, etc. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, c'est pas trop mon truc. J'avais lu quand même notamment un premier roman de Dostoïevski qui s'appelle Le Double, qui est un peu dans cette veine-là. J'ai lu des recueils de nouvelles de Gogol, que là j'avais plutôt bien aimé, mais globalement c'est quand même pas tellement ce que j'apprécie. Mais je me suis laissée tenter par ce livre pour découvrir Bulgakov, parce que on a ici trois textes qui sont d'inspiration très autobiographique. Le texte qui donne son titre au recueil Récit d'un jeune médecin, il est directement inspiré de l'expérience de Bulgakov, qui a été envoyé très jeune dans un hôpital vraiment sans moyens, au fin fond de la Russie. Il est très jeune, je crois qu'il a 22 ans, quelque chose comme ça, et il arrive vraiment dans la cambrousse, au milieu de la neige et des corbeaux, et c'est le seul médecin, et en fait il doit tout gérer. Et il raconte vraiment cette espèce de moment d'effroi où il y a des gens qui viennent le voir avec... comme il travaille à la campagne, c'est souvent des gens qui ont des maladies ou qui ont des blessures extrêmement graves. Je crois que la première patiente qu'il voit, ou en tout cas qu'il raconte dans le livre, c'est une jeune fille qui a eu la jambe à moitié broyée dans une machine. Enfin bref, ce genre de personne arrive et c'est à lui de faire quelque chose, alors que parfois il ne sait pas du tout quoi faire et qu'il manque cruellement de matériel. Franchement, ça a quelque chose d'assez terrifiant. Et chose quand même à savoir avant de vous lancer, c'est que c'est extrêmement gore et graphique, dans le sens où les âmes sensibles doivent s'abstenir, parce que Bulgakov ici va vraiment parler de médecine avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire le côté
extrêmement mécanique des choses, sauf que cette mécanique, ce sont des corps humains, et donc ce sont par exemple des jambes ou des yeux ou des choses comme ça. Et donc voilà, il va nous décrire cet effroi, ce stress et tout ce quotidien de ce médecin au fin fond de la campagne qui parfois doit partir en traîneau dans la neige pour visiter des patients. Il y a une atmosphère vraiment que j'ai absolument adorée, et les deux autres récits m'ont énormément plu. Le deuxième, il s'appelle Morphine. C'est une forme qui est un tout petit peu plus fictionnelle, mais qui est un récit d'addiction à la morphine, qui est aussi inspiré du vécu de l'auteur. Et le troisième texte qui s'appelle Aventure singulière d'un docteur, c'est un texte qui est beaucoup plus âpre et violent parce qu'il est inspiré de son affectation en tant que médecin pendant la guerre civile. C'est une expérience qui, de toute évidence, a été hyper traumatisante. Franchement, je ne m'y attendais pas, mais c'est un des premiers textes auxquels j'ai pensé quand je faisais un peu le bilan de mes meilleures lectures de l'année. J'ai été très convaincue par le style de Bulgakov que j'ai trouvé à la fois très écorché et en même temps très mal à l'aise, et avec beaucoup de fulgurance poétique et presque romantique en fait, je dirais. Donc ça m'a énormément plu, et dans mes notes j'avais aussi marqué « Aimer aussi la façon dont le narrateur de chaque récit est insup, mais sans concession vis-à-vis de lui-même. » Pour vous donner un exemple, il écrit ce genre de choses. « Alors, pour la première fois, j'ai découvert en moi la déplaisante faculté de me mettre en rage, et surtout de crier contre les gens quand je suis dans mon tort. » Donc voilà, j'ai trouvé ça tellement attachant que je me suis dit que je me lancerais peut-être dans d'autres livres de l'auteur, et pourquoi pas Le Maître et Marguerite. Ensuite, on change complètement de tout. On change de registre, on change d'époque, on change de continent même. Je voulais vous parler d'une collection d'essais de Dorothy Allison qui s'appelle Pau, à propos de sexe, de classe et de littérature. Alors Dorothy Allison, c'est une autrice vraiment néoclassique de la littérature lesbienne. C'est une immense écrivaine qui nous a quittés en 2024. Et en fait, c'est son décès qui m'a motivée à lire les traductions de ces textes que j'avais pas encore lus. Cette collection de textes qu'elle a écrits, franchement, j'en avais parlé dans un live, pendant un de mes lives du dimanche, parce que oui, il y a eu ça aussi en 2025, on a fait les lives du dimanche, et les gens qui étaient là, c'était trop bien, ça me manque d'ailleurs. Bref, j'en avais parlé en live en disant que Pau, pour moi, c'est une sorte de livre de chevet, dans le sens où c'est un livre qu'on a envie de garder près de soi, qu'on a envie de relire au cours de sa vie. En fait, dans cette collection de textes, elle parle notamment de classe sociale. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement pauvre, et elle écrit ce genre de choses. La première fois que j'ai entendu « Ils sont différents de nous », j'avais déjà entendu le mot « ils » prononcé sur ce même ton méprisant. « Ils, ces gens là-bas, ces gens ne sont pas nous. Ils meurent si facilement, s'entretuent si aisément. Ils sont différents. Nous, j'ai pensé, moi. Ma famille et moi, nous avons toujours été ils. Qui suis-je, me demandai-je. Qui sont mes semblables? Nous mourons si facilement, nous disparaissons si sûrement. Nous, ils, les pauvres et les homosexuels. Donc voilà, elle va parler de ce genre de choses à sa manière très sensible et très viscérale. C'est un livre aussi dans lequel elle va parler du fait que ses attirances sexuelles et ses fantasmes, ils étaient méprisés, y compris dans la communauté lesbienne féministe, parce que Dorothy Allison, c'est une meuf maso qui est attirée par les meufs très masculines des classes populaires. Enfin bref, elle avait une sexualité qui était scandaleuse, même dans son milieu militant. Et voilà, elle écrit plein de choses là-dessus que j'ai trouvées hyper percutantes, hyper intéressantes. Elle parle du fait d'être une femme femme, et elle dit « J'ai su que j'étais femme, que j'avais des idées bien arrêtées, que j'étais autoritaire, masochiste de façon complètement romantique, et que ces femmes allaient me manger toute crue. C'est un miracle qu'il reste des morceaux de moi. » Franchement, je pourrais me laisser aller comme ça à simplement vous lire des morceaux du livre, parce que tout est beau, tout est riche, tout est intéressant, tout est iconoclaste aussi. Je pense que c'est un livre dont on a beaucoup de choses à apprendre encore aujourd'hui. Et je pense que je terminerai là-dessus. C'est aussi un livre incroyable sur l'écriture, parce que Dorothy Allison, c'est une essayiste, c'est une romancière,
Et donc c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup transmis, elle a donné beaucoup de cours, elle a animé beaucoup d'ateliers. Et donc si vous écrivez vous-même, franchement, il faut absolument lire les textes où elle parle de ça. Elle parle notamment, enfin elle donne des directions et je trouve des préceptes assez clairs sur le fait de partir de sa propre expérience pour écrire. Et donc il y a aussi énormément de pages sur l'écriture qui sont ultra belles et qui sont hyper inspirantes. Je vous lis un dernier bout et comme ça je vous laisse là-dessus. Je pense que dans l'écriture, le secret réside dans le fait que la fiction ne dépasse jamais la portée du courage de l'écrivain. Les meilleures fictions viennent de l'endroit où se tapit la terreur, à la lisière des pires choses en nous. Je crois absolument que si vous ne transpirez pas la peur lorsque vous écrivez, alors vous n'êtes pas allé assez loin. Et je sais que vous pouvez feindre ce courage lorsque vous ne vous pensez pas courageux, parce que je l'ai fait. Et ce n'est pas une mauvaise chose de le feindre jusqu'à ce que vous y arriviez. Mais je sais que jusqu'à ce que je commence à affronter mes propres peurs, à raconter les histoires qui étaient les plus dures pour moi, à écrire exactement les choses qui m'effrayaient le plus et à propos desquelles je manquais le plus d'assurance, je n'écrivais rien qui vaille la peine. Donc voilà, et vous le savez si vous connaissez un petit peu l'œuvre de Dorothy Allison, ou vous le découvrirez si vous lisez ce livre ou si vous lisez ses autres textes, mais c'est vraiment quelqu'un, en termes de courage, je pense qu'elle a 2-3 choses à nous enseigner. Ensuite, je vous parle d'une excellente surprise de fin d'année. C'est un livre que j'ai lu mi-décembre et c'est la raison pour laquelle vous voyez cette vidéo un petit peu tardivement, mais j'aime bien attendre toujours le dernier moment dans l'espoir qu'il y ait des coups de cœur et là ça a vraiment été le cas. Je vous parle de Mon travail n'est pas terminé de Thomas Ligotti. Et si vous ouvrez le livre ou peut-être que si vous le lisez dans une édition en VO, vous verrez que le titre complet du livre c'est Mon travail n'est pas terminé et autres contes d'horreur en entreprise. Thomas Ligotti, c'est un auteur états-unien qui est né à Détroit et il fait partie des très rares auteurs vivants qui sont édités dans la collection Penguin Classique. Et ce livre, c'est vraiment quelque chose que vous devez lire, enfin je pense en tout cas que c'est quelque chose que vous apprécierez beaucoup si vous aimez Lovecraft et ou si vous avez aimé la série Severance, parce que tout le principe de cette collection de nouvelles, c'est que Thomas Ligotti va faire de l'horreur cosmique, donc de l'horreur très Lovecraftienne, avec le monde de l'entreprise, et en particulier avec tout ce qui se rattache un peu au capitalisme managérial. Donc juste dit comme ça, je trouve ça... Enfin, j'ai acheté ce livre à la base parce que je trouvais ça hyper sexy comme proposition, mais donc l'exécution est vraiment incroyable. Enfin, j'ai adoré ce livre et je trouve que le choix de l'éditeur, enfin je sais pas si vous pouvez le voir, mais sur cette édition, il y a un jaspage uni à l'encre noire comme ça, et ça j'ai trouvé que c'était un geste éditorial extrêmement fort parce que ça reflète complètement l'esprit de ce livre qui est vraiment trempé dans les ténèbres, mais trempé aussi dans l'encre des imprimantes et dans toute cette atmosphère de bureau qui est horrifique et qui est insupportable. Et le premier texte, qui est aussi le plus long et qui est celui qui donne son titre au recueil, je l'ai trouvé vraiment très bien, mais dans la suite, il y a vraiment des choses qui sont des pépites. En plus, on comprend un petit peu que tous les textes se passent un petit peu dans le même univers, dans un pays où il y a une espèce d'énorme firme qui fait des tas de choses très ténébreuses et bizarres. Et on ne se contente pas d'être dans des atmosphères managériales de bureau parce que parmi les textes que j'ai préférés, il y en a un qui se passe dans une usine où des ouvriers fabriquent à la chaîne des pièces mécaniques dont ils ne savent même pas à quoi ils servent. Et un jour, on leur annonce que leur superviseur va être remplacé. Et le superviseur, c'est quelqu'un qui se trouve dans une espèce d'aquarium, enfin dans un local un peu vitré qui est à l'écart mais qu'ils peuvent voir depuis leur poste de travail. Et ce nouveau superviseur, à travers les vitres, il voit que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment forme humaine et qui est très étrange. Et voilà, et je vous laisserai découvrir la suite. Comment faire de l'horreur captivante avec plein de bonnes idées. Je préviens quand même que c'est un livre que je ne conseille pas du tout aux personnes qui ont besoin d'avoir un récit qui va être assez linéaire et qui va être très clair. Et ça baigne aussi dans une sorte de nihilisme qui n'est pas du tout ma came d'habitude, mais disons que là, je trouve que ça fait vraiment sens. Je trouve que tout va bien ensemble et que ça illustre bien aussi, encore une fois, ce capitalisme managérial qui vide vraiment
vraiment les gens de leur substance. C'est adoré, c'est validé. Et juste une précision aussi, le livre, je crois qu'il est actuellement épuisé, mais l'éditeur, enfin je lui ai demandé quand même avant de, avant de vous en parler dans cette vidéo, l'éditeur m'a dit qu'il allait bientôt normalement être réimprimé en grand format, et si c'est pas le cas, il sort au mois de mars en poche. Donc voilà, pas de panique si vous le trouvez pas en rayon ou quoi, il faut juste attendre un petit peu et ensuite il y en aura autant que vous voulez. Ensuite, alors celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les page-turners. Cette année, j'ai lu pour la première fois ce grand classique de la littérature états-unienne, La jungle de Upton Sinclair. C'est un roman qui est paru en 1905 sous forme de feuilleton dans un journal. C'est un texte qui est quasi documentaire, qui se passe dans un quartier ouvrier de Chicago, où les ouvriers travaillaient quasiment tous pour l'industrie de la viande. Et ce roman, c'est vraiment une descente aux enfers. Si vous aimez Émile Zola, il est fort possible que vous aimiez ce livre, pour lequel il faut quand même là aussi avoir le cœur un petit peu accroché, parce que l'auteur Upton Sinclair, il a fait un très long travail d'immersion pour écrire ce livre. Et suite à la parution, il y a des scènes qui ont tellement choqué que le gouvernement de l'époque avait fait ordonner une enquête dans les quartiers qui sont décrits dans la jungle, et l'enquête a malheureusement corroboré tout ce qui est décrit. Et donc je peux vous dire que quand vous le lisez et que vous savez ça, ça prend vraiment une autre dimension, et donc ça prend littéralement aux tripes, quoi. Enfin, c'est vraiment du Zola, mais à l'américaine, dans le sens où l'auteur n'a pas le time, c'est hyper palpitant, on va tout le temps d'une péripétie à l'autre, c'est extrêmement tragique, et on a aussi un panorama sur d'autres choses, parce que le personnage ne va pas seulement travailler dans la fabrication de viande, il va aussi travailler dans d'autres usines et travailler dans le bâtiment notamment. Donc bref, c'est vraiment une peinture et une démonstration du fait que le capitalisme se construit avec du sang. Et il faut juste savoir que sur la fin, je pense que l'auteur, il s'est vraiment tapé une sorte de gros coup de speed, dans le sens où plein de gens suivaient le roman en feuilleton, et donc il s'est dit « Mince, faut absolument que je fasse quelque chose ». Et donc dans le dernier quart du livre, il a vraiment speedrun de la propagande gauchiste. Ce qui, personnellement, ne me dérange pas du tout, bien sûr, mais disons que c'était peut-être pas hyper subtil, quoi. Donc voilà, je vous le conseille très fortement si vous aimez, ou alors si vous avez envie de découvrir toute cette littérature un peu de naturalisme, de réalisme ouvrier, etc. Sachant que là, vous prenez quelque chose qui est vraiment, qui se lit tout seul. Moi vraiment, je n'arrivais pas à lâcher ce livre. J'ai trouvé que c'était hyper fluide et très bien fait. Ensuite, c'est un peu horrible de dire ça, mais on va rester dans les États-Unis et dans la viande, d'une certaine manière, même si vous allez voir que c'est une viande d'un autre ordre. Je voulais vous parler de Boucher de Joyce Carol Oates, qui vraiment là, c'était vraiment une de mes très très grosses claques de l'année. Joyce Carol Oates, c'est une romancière américaine que j'adore vraiment. Quand je l'avais découverte, je crois que ça remonte de ouf. Je pense que c'était quasiment il y a 10 ans, quand j'avais lu un premier livre de cette autrice, vraiment c'était toute ma personnalité en fait. J'ai eu cette éra où je lisais absolument tous les livres d'elle sur lesquels je pouvais tomber. C'est une romancière très sombre que j'affectionne beaucoup, et ça faisait longtemps que je l'avais pas lu. Et quelle retrouvaille incroyable avec Boucher, qui... Enfin, je pense vraiment que c'est un de ses chefs-d'œuvre, honnêtement. Boucher, c'est un roman féministe qui est raconté du point de vue d'un bourreau. Parce que Joyce Carol Oates va nous mettre dans les chaussures et dans le point de vue de Silas Vere, qui est un personnage qui a vraiment existé. C'est un médecin du 19e. Il est notamment connu pour avoir été l'un des médecins, enfin surtout le médecin qui a soigné la romancière Charlotte Perkins Gilman, et elle a dénoncé ces méthodes et leurs conséquences désastreuses dans un texte qui est très célèbre, qui s'appelle The Yellow Wallpaper. Donc voilà, tout simplement un personnage horrible qui a soigné des femmes bourgeoises, mais qui a aussi fait ses armes dans un asile de femmes aliénées, et c'est surtout ça qui va nous être raconté dans Boucher. C'est quelqu'un qui pratiquait des opérations très expérimentales, parce que à ce moment-là, il y avait... on était un peu en train d'élaborer toutes ces théories sur l'hystérie, l'utérus, etc. Et Joyce Carol Oates va explorer tout ça,
Ce qui est vraiment magistral, c'est que donc on est vraiment dans le point de vue de ce personnage qui est persuadé de son génie, qui est persuadé aussi d'être dans son bon droit, et en même temps, Joyce Carol Oates, avec les personnages féminins qui sont dans sa périphérie, il y a vraiment une sorte de connivence qui se créait avec la lectrice que j'ai trouvée extrêmement bien gérée, que j'ai trouvée hyper forte, et elle dépeint, je trouve, avec énormément d'acuité les relations entre dominants et dominés. Et surtout, comme le roman se passe aux États-Unis, je sais plus exactement à quel moment, mais c'est dans un moment où on est un peu dans une phase de transition abolitionniste, mais il perdure des formes d'esclavage, et donc le roman va aussi dépeindre ça et dépeindre la destinée à la fois des femmes qui étaient internées, mais aussi des femmes qui se retrouvaient à travailler pour des mecs comme ça, à être un peu forcées d'être son infirmière ou ses sages-femmes, enfin bref. Absolument excellent, et c'est un livre aussi qui vous récompense d'être arrivé jusqu'au bout et de persévérer dans cette lecture. J'en dis pas plus, mais les choix narratifs à chaque fois de Joyce Carol Oates, c'est de l'horlogerie, c'est brillant et c'est génial. Ensuite, on souffle un petit peu après tout ce réalisme horrifique. Je voulais vous parler d'un excellent et brillant livre de sciences sociales qui était au programme de mon club de lecture. Il s'agit de Les Vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite de Léane Alestra. J'en profite pour le dire si jamais vous l'ignoriez, mais j'ai un club de lecture, ça se passe essentiellement sur mon serveur Discord. Le principe, c'est donc que je vous propose un livre à lire, et que ensuite, à la fin du club de lecture, on en discute ensemble avec un ou une invitée. Et donc déjà, Les Vigilantes, ça a été un livre très spécial parce que l'invitée, c'était l'autrice du livre, mais aussi parce que pour la première fois, on a fait le club de lecture dans la vraie vie. Je raconte juste ça parce que pour moi, c'était vraiment incroyable, mais avec la complicité d'une librairie et de la fac de sciences humaines de Strasbourg, vous étiez plus d'une centaine à être venu discuter avec Léane et moi, et j'avais enregistré tout ça dans un podcast, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc voilà, non seulement c'était un moment vraiment marquant pour moi de pouvoir vous rencontrer des gens de ma communauté pour la première fois dans la vraie vie, de parler de livres ensemble, etc. Mais en plus, le livre de Léane, je voulais vraiment en reparler parce que pour moi, c'est vraiment le genre de texte où il y a une sorte quand même d'avant et d'après. Le principe de ce livre, c'est que Léane Alestra, qui est chercheuse en études de genre et qui est journaliste politique, elle va vraiment proposer des outils théoriques pour non seulement comprendre l'adhésion des femmes à l'extrême droite, mais aussi comprendre pourquoi l'adhésion de ces femmes, elle est aussi nécessaire au narratif et à l'image de l'extrême droite, et qu'en fait elle en est en quelque sorte une pierre angulaire. Donc pour ça elle va vraiment explorer la mécanique du nationalisme sexuel, c'est-à-dire l'utilisation stratégique du genre et de la sexualité pour construire et pour renforcer l'identité nationale. Et surtout, tout au long du livre, elle va notamment développer deux concepts qui, après, c'est pour ça que j'adore les sciences sociales, si vous voulez, c'est parce qu'il y a des concepts qui font que, une fois que vous les avez en tête, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Et il y a comme tout à coup des sortes de pans de la réalité sociale qui s'éclairent, quoi. Et donc dans les concepts très importants qu'elle développe et qui moi m'ont beaucoup marqué, il y a notamment d'abord le contrat de vigilance. L'idée c'est que les femmes blanches, elles occupent une place qui est ambivalente dans le sens où elles incarnent la domination raciale, mais tout en restant des instruments. Et donc, le contrat de vigilance, j'espère que je l'explique bien, encore une fois, n'hésitez pas à lire le livre pour avoir la démonstration complète, mais le contrat de vigilance, c'est la possibilité pour les femmes blanches d'obtenir en fait des formes de pouvoir et des formes d'autonomie lorsqu'elles acceptent, consciemment ou non, de renforcer l'ordre social. C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est « Surveiller et surveillante ». Et donc le deuxième gros concept qui en découle, et attention, je trouve que ce mot est extrêmement stylé, le deuxième concept, c'est la dark agency. Et la dark agency, c'est le fait, pour des personnes minorisées, de renforcer les structures d'oppression de manière volontaire et de manière stratégique pour en tirer un petit peu plus de pouvoir et d'autonomie. C'est vraiment l'apanage des personnes qui sont suffisamment proches du pouvoir
pour avoir un petit peu de marge de manœuvre, mais qui sont quand même suffisamment éloignés pour rester des subordonnés, quoi. Et donc tout simplement, la Dark Agency, ça consiste à marcher sur plus minorisé que soi. Et donc le livre va vraiment décortiquer tout ce système de coercition et de compromis, qui est assez complexe, mais qui est limpide quand il est expliqué de cette manière. C'est trop intéressant, enfin je pense que ça se voit que je pourrais en parler vraiment pendant des heures. Je pense juste que c'est peut-être un petit peu ardu quand même pour une première lecture de sciences sociales, mais en même temps, ce que j'ai trouvé génial, c'est justement le fait que l'autrice, elle parvient à produire de la pensée dans le sens où elle va actualiser et articuler certains concepts, mais aussi vraiment développer ses propres théories. Mais dans le même temps, elle donne quand même des clés et à chaque fois, elle introduit en fait les théories politiques sur lesquelles elle s'appuie et elle parvient comme ça à tout coudre ensemble. Et c'est de très belles coutures, c'est extrêmement fluide et agréable à lire. Pour lire quand même régulièrement des chercheurs et des chercheuses, je peux vous dire que c'est vraiment pas toujours le cas. Donc voilà, lisez-le et vraiment bravo et merci à Léane, t'es vraiment trop forte. Ensuite, je vous parle d'une claque extraordinaire. On revient un petit peu sur de la fiction. Je vous parle d'un livre dense et poisseux à mes yeux. On est sur un page-turner de force 10, un roman qui a été un extraordinaire coup de cœur pour moi. Il s'agit de Pénitence de Eliza Clark. Alors il faut savoir que j'ai un petit peu hésité avant de vous parler de ce livre et la raison, elle est très simple. La raison, c'est le petit logo que vous voyez juste ici. Ce livre a été traduit et est sorti en France en 2024 chez Fayard. Or, Fayard, c'est une maison d'édition dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Hachette et sur Bolloré. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Fayard, c'est une maison d'édition qui est vraiment devenue l'enfer sur Terre, franchement, qui édite les livres de Jordan Bardella notamment. Donc j'ai quand même hésité à vous en parler, et étant donné que c'est sorti en 2024, c'est donc un projet de traduction et d'édition qui est antérieur au rachat par Bolloré. C'est aussi un livre que vous pouvez lire en VO si vous lisez l'anglais, ou que vous pouvez comme moi acheter d'occasion ou emprunter en médiathèque, bibliothèque. Enfin bref, je vous laisse faire vos propres choix par rapport à ça, et encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis dans les commentaires. Mais en tout cas, si je vous en parle, c'est vraiment parce que là, il n'y a pas de classement dans cette sélection, mais vraiment, Pénitence, c'était, je pense sincèrement, dans le top 3 de mes meilleures lectures de 2025. Des livres comme ça, sincèrement, j'en voudrais tous les jours, et j'en voudrais sous perfusion. Pénitence, c'est un roman contemporain britannique. Ce qu'on va lire, c'est le manuscrit et le fruit des recherches d'un journaliste. Un journaliste un peu aux intentions un petit peu louches, qui va venir enquêter dans une petite station balnéaire en Angleterre, où il y a eu un fait divers. C'est vraiment le point de départ du livre, c'est le fait que 3 adolescentes ont brûlé vive une 4e adolescente dans un petit cabanon de plage. Et ce texte, qui est quand même un bon gros pavé, je sais pas si vous pouvez le voir, c'est vraiment un roman univers où à la fois l'autrice va nous dépeindre toute la petite géopolitique de cette ville, de son fonctionnement, de comment elle s'est construite, etc., mais aussi la géopolitique lycéenne de cette bande de filles, de l'évolution de leurs relations, etc. Et donc ce côté roman-univers extrêmement foisonnant, déjà c'est quelque chose qui m'a énormément plu, mais ce qui m'a vraiment énormément marqué, c'est que je trouve que c'est un des meilleurs livres qui parle de l'adolescence et qui parle vraiment des relations entre 4 meufs un peu fucked up, et qui parle aussi très bien d'internet et des communautés en ligne. Il y a certaines de ces filles qui sont fascinées par le true crime et par le paranormal aussi, et elles parlent par exemple de leur fascination pour les meurtres de masse, et moi j'appartiens à une génération qui a été très marquée par la tuerie de Columbine et par ce genre d'événements. Donc je pense que c'est une peinture de l'adolescence qui m'a particulièrement marquée parce qu'elle s'inscrivait vraiment dans un référentiel et dans une époque qui était ultra familière pour moi, parce que ces jeunes filles, elles utilisent des plateformes comme Tumblr, parce qu'elles jouent aux Sims, parce qu'elles jouent aux jeux vidéo du studio Telltale, et parce qu'elles sont évidemment très mal dans leur peau, et qu'on va voir aussi vraiment toute l'évolution des rapports de force entre elles. D'une certaine manière, ça va être un peu bizarre à dire, parce que là on parle de personnages quand même assez ravagés et qui ont fait des trucs extrêmement graves, mais je me suis sentie
bizarrement représentée d'une certaine manière dans ce livre. Et on ajoute à ça le fait que cette histoire, elle est vraiment traversée aussi par des questionnements très modernes, et notamment toute l'action du roman se passe au moment du Brexit, et il y a un des personnages assez importants dans l'histoire qui est le père d'une des jeunes filles, qui est un homme politique d'extrême droite. Donc il y a aussi toutes ces questions-là qui traversent cette histoire et qui lui servent de toile de fond. J'ai trouvé également très juste la façon dont ce roman questionne de manière très juste et en même temps sans moralisation notre fascination pour le true crime et la conséquence que ça a sur les vrais protagonistes de ces histoires. J'ai trouvé ça juste tellement brillant que d'une certaine manière ça me laisse un petit peu sans voix, et c'était hyper réussi tant dans le fond que dans le travail de la forme. Avec ce côté un petit peu lost media où on a un collage comme ça de plusieurs éléments dont s'est inspiré le narrateur pour écrire le livre. Bref, en plus quand je dis ça, on dirait que les romans un petit peu lost media comme ça, on pourrait penser que c'est des narrations qui sont un petit peu éperpillées, qui sont un petit peu difficiles à suivre, et pas du tout. Enfin vraiment, Pénitence, c'est un roman qui se lit comme ça, dans lequel vous allez pas du tout être paumé, rassurez-vous si jamais c'est un truc qui pouvait vous faire peur. C'est donc en traduction chez Fayard, je le rappelle, et je vous laisse faire vos propres choix par rapport à ça, mais c'est un roman absolument remarquable qui, franchement, si ça avait duré 10 tomes, j'aurais lu les 10 tomes, y a aucun problème. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de tomes, il fallait absolument que je vous raconte une aventure vraiment extraordinaire qui m'est arrivée vraiment sur la fin de cette année 2025. Début décembre, je suis tombée super malade, peut-être que vous l'avez remarqué si vous avez vu ma vidéo précédente. J'étais vraiment dans une PLS totale, et vous savez, c'est le genre de moment où les journées passent extrêmement lentement et où vous êtes un peu incapable de faire quoi que ce soit. Et pendant cette période-là, évidemment, j'envoyais des messages à mes amis pour me plaindre, et une de mes amies, Laura, si tu passes par là, mon amie Laura m'a dit « Mais Margot, est-ce que tu as déjà lu Hunger Games ?» Hunger Games, au cas où vous l'ignoriez, c'est une saga dystopique pour ados qui était sortie dans les années 2000. Le premier tome est sorti en 2008. Et moi, à cette époque-là, je pense que j'étais déjà un tout petit peu trop âgée, et j'étais déjà complètement passée à autre chose en termes de littérature. Et donc Laura m'a dit « Margot, si t'es malade, franchement, go, je pense que c'est le moment de se lancer, quoi. » Et mon Dieu, comme elle a bien fait. Guys, j'ai dévoré Hunger Games, j'ai dévoré vraiment les deux premiers tomes pendant que j'étais malade. Ça m'a donné des sensations, justement, quand j'étais jeune. Je pense à l'âge qu'on a quand on est censé lire ce genre de choses. Quand j'étais enfant et ado, je pouvais vraiment m'asseoir et enchaîner les pages, lire sans m'arrêter pendant 2 heures. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup plus rarement aujourd'hui. Je pense que je suis devenue un adulte sérieux et triste, mais pendant cette maladie, au mois de décembre, l'adolescente que j'étais et Margot de maintenant ont fusionné pour lire Hunger Games. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui n'a pas pris une ride. Alors c'est sûr que en termes de style, on n'est pas sur du Balzac, c'est même, ne me tapez pas s'il vous plaît si vous êtes des fans, mais je trouve que même pour de la littérature pour ados, en termes de style, c'est vraiment pas très bien écrit. Mais je parle ici uniquement du style parce que ce qui est remarquablement bien écrit dans Hunger Games, c'est tout l'univers, c'est les personnages qui sont extrêmement forts, extrêmement cohérents, et c'est l'enchaînement de péripéties qui se tiennent et qui font qu'on ne peut pas lâcher le livre, qui a un souffle vraiment qui vous emporte. Et j'ai lu que parmi les inspirations de Suzanne Collins pour écrire Hunger Games, il y avait la mythologie antique, mais il y avait aussi Germinal de Zola, et c'est vrai que quand vous appréciez Germinal et que vous lisez Hunger Games, c'est quelque chose qui est hyper prégnant. Et elle a développé aussi toute une réflexion suite au traumatisme, un traumatisme un peu diffracté, d'avoir vu des images de la guerre du Vietnam à la télévision quand elle était enfant, et alors qu'elle savait que son père était lui-même en train de faire la guerre au Vietnam. Elle a condensé vraiment tout ça dans une œuvre que je trouve vraiment remarquable et hyper d'actualité, qui exalte vraiment des valeurs assez révolutionnaires et des valeurs d'égalité sociale. Alors avec un petit peu de maladresse à mon sens, ou de choses qui sont un petit peu simplistes, mais voilà, franchement, c'est dans mes meilleures lectures de l'année. C'était incroyable. Et donc si un jour vous êtes malade comme moi, et si comme moi vous êtes
passé à côté de cette saga quand vous étiez ado, je recommande Hunger Games à, à 1000%. C'est un peu bizarre de dire ça parce que je pense que personne ne m'a attendu pour savoir que Hunger Games c'est très bien. Mais étant donné qu'il y a eu de nouvelles sorties aussi cette année, je crois qu'on est pas mal à s'être lancé en 2025. J'ai pris le train en route et je ne le regrette absolument pas. D'ailleurs là je suis en train de lire le tome 3 et donc merci beaucoup à Laura sans qui je n'aurais pas pris cette claque en 2025. Et enfin, pour conclure cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de 2 livres que j'ai réunis ensemble parce que c'est un peu mon diptyque sacré de 2025. Dans mes meilleures lectures de l'année, il y a la séquence Hartman de Saul Pandelakis et le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison. Si jamais vous venez de découvrir ma chaîne, je vous fais mes excuses, je vais aller très vite sur ces livres parce que, en fait, ce sont 2 textes sur lesquels j'ai fait, mais vraiment, j'étais partie en mission, quoi. J'ai fait une opération de propagande de grande ampleur, tellement ces 2 romans m'avaient plu. Et ces 2 livres qui n'ont, pour ainsi dire, pas grand-chose en commun, si ce n'est que, dans les 2 cas, on se trouve dans de la science-fiction, et que ce sont 2 livres qui sont parus chez le même éditeur. Mais en fait, c'est 2 livres avec lesquels je vous ai tellement saoulé que, le livre de la sage-femme sans nom dès janvier et la séquence Hartman, il me semble que c'est cet été que je lui avais consacré une vidéo entière. Je mettrai le lien dans la description. Ces 2 livres à plusieurs périodes dans l'année, et je crois que pour la séquence Hartman, c'est encore le cas au moment où je parle. Ces 2 livres ont été indisponibles, en rupture de stock, absolument partout, à cause de vous, quoi, enfin à cause de nous. Et du coup, c'est complètement zinzin, et je vous remercie aussi pour ça, parce que c'était quelque chose qui était extrêmement valorisant pour mon travail et pour ce que je fais sur cette chaîne YouTube et aussi sur Instagram. Pour les présenter quand même vraiment en 2 phrases pour les gens qui sont passés à côté de tout ça, le livre de la sage-femme sans nom, c'est un roman post-apocalyptique états-unien et c'est un roman féministe qui met en scène un personnage bisexuel dans un univers qui est extrêmement sombre, et ça, je sais pas si je l'ai dit assez quand j'en ai parlé, mais il y a vraiment tous les trigger warnings de la Terre dans ce livre. C'est quelque chose qui est très ténébreux, qui est très violent, mais qui parle aussi de résistance à tout ça. Et donc c'est un texte qui m'a bouleversée et qui se dévore vraiment littéralement. C'est la raison pour laquelle c'était le premier livre dans ma vidéo sur les page-turners. Et si jamais vous l'avez lu d'ailleurs, ou si vous l'avez dans votre bibliothèque, sachez que en partie, grâce à tout ce qui s'est passé, le tome 2 du livre de la sage-femme sans nom va avoir une traduction en France, et donc ça va sortir en octobre 2026 chez Guater, qui m'ont autorisé à vous l'annoncer. Donc voilà, trop contente. En octobre, on va pouvoir lire la suite. Et la séquence Hartman, là c'est un roman qui est beaucoup plus lumineux, bien qu'il ait aussi une certaine dose de mélancolie, et que c'est un livre qui soit sans concession aussi sur les questions de violence sociale par exemple. Il se passe dans un futur qui est assez proche de nous, dans lequel il va être question de robots, et il va être question d'organisation collective et de la façon dont on peut se relier les uns aux autres. Voilà, j'ai envie de le résumer comme ça, mais encore une fois, j'y ai consacré une vidéo entière. Et si jamais vous êtes à Lyon, le 30 janvier, j'anime une rencontre en public avec l'auteur. Je vous mettrai aussi toutes les infos dans la description. Désolée, là, ça fait beaucoup un peu de personal branding, et c'est peut-être un peu bizarre, mais il y a eu quelque chose de très très fort qui s'est passé entre vous et moi, et entre ces 2 romans. Et donc ça a fait des choses de ouf qui ont un impact dans la vie réelle. Et ça, je pense que j'avais envie de terminer là-dessus aussi, parce que 2025 pour moi aura vraiment aussi été marqué par ça, par une synergie entre les livres dont je parle et vous, que je ne vois pas parce que vous êtes derrière un écran, mais où tout ça a pris des proportions très concrètes en fait, et très mesurables dans ma vie. Et ça c'était... franchement c'était hyper touchant, et c'était une des choses, un des trucs autour des livres qui s'est passé de plus marquant, j'allais dire dans mon année, mais en fait dans ma vie, genre dans ma vie entière, vraiment. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, et en fait c'est le mot merci. J'ai envie que ce soit l'unique mot de cette conclusion, parce que j'ai vraiment envie de vous remercier très fortement pour cette année 2025, et même plus globalement. Sachez que là, on est en train de fêter
les 5 ans de la chaîne YouTube. Parce qu'il y a 5 ans, en 2021, j'ai mis en ligne la toute première vidéo de la chaîne qui était un top de mes meilleures lectures de 2020. Ne cherchez pas cette vidéo, elle n'est plus en ligne parce que je ne l'assume pas, elle était beaucoup trop cringe. Mais voilà, c'est quand même un moment un petit peu charnière et un petit peu nostalgique pour moi. 5 ans de YouTube, vous êtes ma deuxième plus longue relation, sachez-le. Et du coup, c'est un petit peu difficile de pas verser dans la sensiblerie parce que ça me touche beaucoup, voilà. Et donc, pour le dire simplement, j'ai énormément de reconnaissance pour chacune des personnes qui entendra ces mots et chacune des personnes qui a regardé une de mes vidéos pendant ces 5 ans. Et en 2026, on va continuer. Je pense que ma seule résolution, c'est que je vais lire un peu moins de littérature très 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 contemporaine parce que en 2025, j'ai lu vraiment beaucoup de choses qui venaient de sortir et c'était trop bien. Encore une fois, 2025 c'était une de mes meilleures années de lecture. Mais j'ai aussi envie de revenir à voilà, mon amour pour la littérature du 20e, du 19e. J'ai envie de continuer à vous chercher des choses un peu niches qui sont peut-être un peu passées à la trappe. Et voilà, et j'espère sincèrement que ça vous plaira et que peut-être peut-être qu'un jour on fêtera les 10 ans de la chaîne. Ce serait un truc de ouf. 1000 merci, encore une fois. Merci aussi pour les 40 000 abonnés. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour Internet, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire des vidéos YouTube autour de la lecture. J'en ai imaginé beaucoup, j'en ai même tourné quelques-unes et j'ai jamais osé les mettre en ligne. La nouvelle année et le thème des meilleures lectures de 2020, c'était l'occasion de se lancer en toute décontraction. En tout cas, on va essayer. Je vous demande d'être un petit peu indulgent, je risque de pas être super à l'aise tout le temps. Et j'ose espérer que si je me frotte à nouveau à cet exercice, ça ira mieux avec le temps, quoi. Il y a 10 livres, j'ai choisi 10 livres. Et il y a des essais, il y a de la fiction, il y a un peu de tout.